Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Ce matin, on va faire une émission en live, on va suivre du coup le DAX. Alors, quand je dis en live, évidemment, je vous fais le suivi en live dans Discord. On va parler d'abord, petite intro sur les crypto-devises. Alors, c'est toujours... moi, je trouve ce marché complètement hallucinant, puisque autant il a été d'une technicité à toute épreuve dans les phases précédentes et dans le crack, autant alors là, sur cette formation de creux, on assiste à du grand n'importe quoi permanent. Ça ne bouge plus, pourtant un énorme volume s'est exprimé, la demande commence à s'inverser, je ne comprends pas ce qui maintient ces niveaux sous pression, et surtout le fait que je ne comprends pas qu'on puisse rester aussi statique sur de telles zones de prix. Alors pour l'instant c'est comme ça, il faut attendre, je pense qu'on parle quand même de quelques jours, mais très sincèrement pour moi passer 5 jours dans cette compression ici, c'est pas vraiment normal. Maintenant on a identifié la structure, il faut attendre qu'elle se termine, on est donc bien en train de construire ce triangle. Maintenant très sincèrement moi je vous dis je suis dubitatif mais complètement par rapport à la durée de cette phase sur une zone de prix aussi basse. C'est-à-dire que moi, quand j'ai affaire à un marché comme ça, là, je suis en mode 2009 sur les actions, j'achète tout ce qui traîne et je pose pas de questions. Et bah, là, je comprends pas. Normalement, on est supposé former des creux suffisamment rapides, les patterns sont là, mais elles ne trouvent pas de suivi. Donc théoriquement, pour moi, tout est là. Maintenant, il manque que le prix qui confirme, et je vous le rappelle quand même, le prix c'est Dieu dans le trading. C'est lui qui décide de tout, et si toutes les si tous les outils techniques prédisent entre guillemets une plus forte probabilité de retrouver une hausse, mais qu'elle ne vient jamais, bah, au bout d'un moment, il faudra bien s'accorder à dire qu'on a peut-être acheté une coquille vide. Moi, j'y crois pas du tout. Maintenant, bon, attention, et entre ce que je crois et ce que le marché me montrera, il peut très bien y avoir grosse différence. Donc, bref, pour l'instant, je suis navré de vous le dire, je n'ai rien d'autre à vous annoncer si ce n'est d'attendre. Le momentum ne confirme pas l'apparition de la divergence hier, puisque pour l'instant, on a donc une nouvelle clôture hier, là, en daily, hop, qui s'est refaite à nouveau à la baisse, c'est-à-dire le momentum qui s'était réorienté positivement se réoriente à nouveau au sud. Donc la divergence est toujours ici, elle est toujours visible. On est bien très loin des précédents creux, alors que le momentum est toujours au-dessus de 80, moins 80. Donc oui, ça signale bien l'apparition de cette divergence. Maintenant, elle est toujours technique. Elle n'est pas encore potentielle, pour ça il va falloir chercher la résistance et il faudra l'activer derrière. Je vous rappelle donc ce que je vous ai dit les derniers jours. Donc pour ma part, déjà, tant qu'on ne vient pas chercher le haut de la structure, 104 en dollars, il n'y a rien à faire. Tant qu'on ne va pas chercher 84, le bas de la structure, il n'y a rien à faire non plus. Donc bah, voilà, moi j'attends patiemment, soit qu'on fasse un bear trap, c'est-à-dire qu'on parte une dernière fois au sud chercher vers les 65 et derrière normalement l'invalidation. C'est-à-dire que là ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va former un squeeze. D'accord ? Vous avez bien compris le principe, le triangle c'est une formation qui squeeze. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec ici un momentum très comprimé en UT 2 heures, très probablement avec un apex du triangle à 90, puisqu'on a bien compris que c'était là qu'il y avait le prix le plus recherché, en tout cas c'est le prix médian, donc théoriquement ce sera l'apex du triangle, donc on va comprimer autour de ce prix et puis va en sortir un squeeze. Haussier, baissier, moi je pense que les techniques, les points, j'ai le mot en anglais qui me vient, les technicals, enfin les aspects techniques tendent à me faire penser la balance plus facilement dans le sens d'un squeeze vendeur, c'est-à-dire d'un départ vers des prix vers l'achat pour aller chercher des ordres vendeurs. Et plus que l'inverse. Maintenant, bon, ces marchés nous ont quand même bien secoué, ce qui fait que, attention, une divergence pour acheter, ça reste un signal très agressif. Je pense qu'il faut rester à l'achat. Maintenant, il faut quand même rester prudent face au niveau qu'on peut techniquement aller chercher. Et je vous montre cette oblique, j'aurais dû vous en parler hier. Voilà, il est possible techniquement qu'Ethereum, si il cherche à aller plus bas, fasse un dernier point de contact sur cette oblique. C'est pas impossible. Maintenant, il me semble que là, par contre, à ce point-là, si on n'a pas un V-bottom sur ces structures de prix, là, je commencerai sérieusement à m'inquiéter sur la valorisation de ces choses-là. Tout simplement parce qu'au bout d'un moment, si on continue ce schéma donc d'accumulation à plat, puis de rechute brutale, au bout d'un moment, on va bien finir par trouver des acheteurs. Le problème, c'est que quand on va les trouver, derrière, ça va être une espèce de folie furieuse à l'achat. Donc le truc, c'est que, voilà, moi je voudrais voir une structure, soit un squeeze, soit du V-bottom. Pour l'instant, V-bottom, on n'y est pas, puisqu'un triangle, ça ne correspond pas du tout à ce que je recherche. Donc on va voir s'il reste l'option squeeze à se valider, mais si ça squeeze au sud, on va chercher les niveaux inférieurs, et j'espère qu'on trouvera un V-bottom, cette fois, enfin, un prix où il n'y a plus de vendeurs derrière pour bloquer les résistances. Voilà.
Donc à suivre pour les cryptos malheureusement, donc pas de grandes nouvelles sous le soleil. Même chose pour Bitcoin, hein, obligé d'attendre dans cette structure de prix. Le plus bas hebdomadaire n'est toujours pas cassé, donc attention, les structures de prix restent plutôt positives. Sur Bitcoin, ça reste même ascendant, j'ai envie de dire. Là, on n'est pas du tout sur une formation en triangle, donc Bitcoin travaille sa zone de prix. Maintenant, attention, à l'échelle du graphique, c'est-à-dire si quand même on se met comme ça en daily, il faut se dire que, bon, moi je recherche un V-bottom. Si on s'arrête avec une divergence, mais qu'on colle un énorme squeeze à l'achat, ça me va aussi. Hein, voilà, ça n'aura pas la vraie forme du V-bottom que je recherchais, c'est-à-dire on tombe, on trouve des acheteurs et il n'y a pas un seul vendeur sur la route. Bon, là, ça montrera qu'on aura eu des petits vendeurs ici, histoire d'aller racler quelques stops un peu plus bas, mais si on se recolle une énorme verte, en gros, ça ferme le schéma V-bottom, on vient chercher les supports, et on s'arrache. Voilà, ce sera un peu l'objectif. Donc pour l'instant, moi, c'est ce que je garde en projection. Maintenant, pour l'instant, il faut bien être conscient que je m'attendais à une réaction plus rapide sur cette zone-là. La formation du triangle et les formations hésitantes qu'on a sur Bitcoin ici, bon, voilà. Ça laisse toujours la possibilité d'une vague supplémentaire. Maintenant, moi, tant que la demande reste inversée, c'est-à-dire plus de demandes vendeuses dans les carnets que de demandes acheteuses, je préfère rester en faveur des achats plutôt que d'une sortie baissière supplémentaire. Les marchés classiques. Alors, on continue toujours dans le bruit ambiant de ces marchés. Alors, on va commencer GBP puisque c'était la thématique d'hier. Donc, GBP a tenu sa clôture en bas, le support cède. On est donc sur des structures de breakout baissier. On est donc bien venu chercher la zone que je vous avais partagée hier sur TradingView. On vient la chercher en clôture dessous. Donc, pour ma part, il me semble qu'on a ouvert maintenant, très probablement, cette zone de prix inférieure. Le breakout ici, très probablement comme ça, je pense que là c'est ça, hein, donc voilà, et dans ce cas-là, très, très sincèrement, ça prend la direction d'un report de range, tout ce qu'il y a de plus classique, et donc effectivement la zone ici, la target, normalement il y a tout ce petit monde ici, évidemment, attention, hein, il y a le fait que c'était un peu épidermique hier, moi ce qui me fait marrer c'est que la news est tombée, il ne s'est rien passé pendant toute la matinée sur la session européenne, et puis alors là les Amerlocs arrivent et on arrache tout et on enfonce tout. Bon, voilà, faut voir, parce que je vois pas trop en quoi ça les concerne quand même les Américains, j'ai plus envie de dire que c'est un truc, c'est plutôt de notre côté de l'Atlantique que ça se passe, et bon, en gros, nous, j'ai l'impression qu'on s'en fout un peu en Europe, ou que on prend pas ça non plus comme un cataclysme, mais que côté américain, ça fait toujours du bien d'enfoncer les plus faibles pour faire remonter un peu le dollar. Donc, évidemment, hier, le dollar remonte, puisque comme le GBP se prend une tartasse d'un et demi, forcément, le dollar, il est recherché derrière, hein. Donc l'USD Yen, même chose, ça rebondit. Les indices américains parviennent à sauver le support grâce à ça. Sauver le support, alors attention, c'est un bien grand mot. Mais donc hier, un nouveau V-bottom sur une structure de prix clairement identifiée. Et bon, voilà. Donc pour l'instant, pas d'installation des prix en négatif sur l'année. C'est-à-dire que ça, c'est le plus bas en clôture de notre année 2018. Pour l'instant, on passe pas dessous. On est venu le chercher pile poil hier. Même structure de réactivation haussière que l'autre jour, à savoir ça vient là, personne ne vend et du coup on remonte. Attention, on n'est plus du tout dans les schémas de V-bottom précédents, c'est-à-dire les schémas où ça ouvrait, on trouvait un volume de dingo et ça repayait puis on franchissait toutes les résistances. Là c'est plutôt l'inverse, j'ai envie de dire. C'est le marché vend pour venir tester le support, puis il ne se passe plus rien. Et d'un coup, on remonte chercher les résistances. Donc attention, on est bien pour moi dans des schémas prix-volume qui tendent à corroborer ce que je pense, c'est-à-dire on est plutôt sur du save the dip que du buy the dip. C'est-à-dire que je ne pense pas que là on ait des acheteurs agressifs qui veulent viser des nouveaux sommets historiques, mais plutôt le fait qu'on a des gestionnaires qui se flippent à plus en pouvoir de savoir ce qui se passera sur leur compte si jamais on casse le support en l'état. Donc je pense que si rebond il sera technique tout simplement pour permettre aux gérants de réduire les leviers. C'est-à-dire en gros on remonte un dernier coup, mais honnêtement là le S&P à chaque fois qu'on va remonter là, vous pensez qu'il se passe quoi dans une gestion? Quand ils ont vu ici que tous les marqueurs de risque étaient complètement dans le rouge et que si on devait enfiler 15% de plus à la baisse, tout simplement ils mettent la clé sous la porte, ils font quoi quand ils voient ça? Ils se disent oh putain, dès qu'on remonte il faut lourder tout le merdier et il faut passer sur des actifs refuges. Donc moi je pense que la dynamique elle est là, je la vois toujours très difficilement se mettre en place puisque quand je vois ce qu'ils achètent encore hier, on achète quoi? On achète du blue chips. Alors qu'il y a des valeurs qui se font mais massacrer dans le S&P 500. Je regardais un article hier, 50% des valeurs du S&P sont en bear market.
Bon, voilà, ça n'inquiète personne, il n'y a pas de souci, tout va bien. Et on fait quoi? Au lieu d'acheter ces valeurs qui se sont fait dézinguer, c'est-à-dire si on pense que les US sont quand même encore sur des phases de croissance, ce qui est le cas, hein, d'accord, on est en fin de cycle de croissance, mais on y est toujours, on n'est pas encore en bear market du tout, on est sur des phases préparatrices d'un bear market où normalement on doit voir cette fameuse rotation, je vous dis la rotation où on sort des growth stocks pour aller vers du value stock, puisque ces valeurs complètement déchirées dans l'indice, qui pour la plupart ont déjà perdu 40-50% de leur valeur, où là on n'en parle même pas comme General Electric qui s'est fait démonter de 85% de sa valeur, ces valeurs-là, rien qu'un pullback technique, ça crée beaucoup d'argent et ça fait remonter les indices. Normalement, c'est ça que le marché doit rechercher maintenant, tout simplement. Réduction des risques sur les growth stocks qui vont très probablement perdre leur bénéfice de croissance, et pour aller au profit de là où il y a encore un peu d'argent à faire avant de tout vendre pour passer en récession. Voilà. Donc pour moi c'est ça le schéma. Maintenant j'ai du mal à le voir se mettre en place. Je ne comprends toujours pas pourquoi le marché reste à l'écart des valeurs qui se font dézinguer comme les General Electric et les small caps pour favoriser toujours les mêmes merdes du Nasdaq. Voilà, je ne comprends toujours pas. Maintenant je pense que c'est un schéma qui arrivera bientôt à sa fin. C'est-à-dire, je pense qu'on habille un peu tout ça en fin d'année pour pas faire paniquer nos petits acheteurs en ETF. Mais je pense que dès le début de l'année, ça va être le premier tempo, c'est-à-dire ruiner les imbéciles pour essayer de s'en sortir pas trop mal. Et je rappelle, dans le marché, en général, quand on veut créer de l'argent, quand on est en croissance, c'est facile, tout le monde gagne un peu d'argent, donc il n'y a pas de problème, on danse tous la même danse et tout va bien. Quand on arrive en fin de cycle, c'est des ranges, la croissance commence sérieusement à diminuer, donc on génère du pognon comment dans ces cas-là? Tout simplement, soit en prenant plus de risques, ce qui est quand même un peu tendu à faire ici, soit tout simplement en prenant des décisions, en prenant le pognon de gens qui prendront des décisions plus stupides. Qui a pris de belles décisions stupides ces dernières années? Tous les particuliers qui ont acheté de l'ETF sur les supports, sur les résistances. C'est eux qui vont être les dindons de la farce, c'est évident. Hein, c'est clairement ça le truc. Donc quand est-ce qu'on va aller déclencher tout ce volume d'ETF? Moi je pense que c'est pour bientôt, mais peut-être que pour 2019. C'est ce que tente à penser ce Save the Dip. Personne ne veut vendre ses actions à travers ce support parce qu'on sait très bien que ce qui se passe dessous, c'est pas joli joli. Maintenant, il faut faire attention. Je ne pense pas qu'il faille pour autant penser et se dire graphiquement tout va bien côté États-Unis, les statistiques ne sont pas mauvaises, la Fed pilote bien et tout va bien, donc dollar refuge. Je pense que c'est la plus grosse erreur à faire parce que oui, c'est ce que les graphiques montrent. Mais il faut regarder la structure de prix derrière. La composition des indices américains, elle montre que tout est extrêmement concentré dans certaines valeurs qui sont très mal barrées pour le futur. Et que si jamais l'argent sort de ces trucs-là, c'est un cataclysme qui arrive parce que les volumes d'ETF là-dedans sont extrêmement conséquents. Et si ces gens-là commencent à paniquer, je ne vous raconte pas les ventes en cascade qui vont arriver d'ETF qui contiennent tous la même merde. Hein. Ils contiennent tous du Apple, du Microsoft, du Google, du Facebook, du Nvidia, du Netflix. Tout ça, c'est bourré à mort dans les ETF. Pourquoi les ETF ne baissent pas ? Et pourquoi le S&P 500 ne baisse pas? Parce que tout est maintenu sur ces grosses valeurs. Elles ont pris un peu cher ces derniers temps, mais il y en a beaucoup qui tiennent très très bien. Prenez des Boeing, des trucs comme ça. Oui, ça a perdu un peu, mais pas plus que ça. C'est celles-là qui font qu'on n'est pas encore très très mal barré à Wall Street. Par contre, attention, moi, ces systèmes d'accumulation comme ça et de création de distorsion, parce qu'attention, il ne faut pas se leurrer, hein, les États-Unis ne vont pas survivre à une récession si les autres se la tapent. Hein. C'est tout le monde se la prend. Donc le truc, c'est que le système financier est globalisé. Et là, j'ai l'impression que le tempo qu'on essaye de nous envoyer, c'est de dire, oula, le reste du monde, c'est pas bien, mais alors par contre, les États-Unis, il n'y a aucun problème, ne sortez pas vos investissements. Bon, attendez, il faut pas prendre les gens pour des cons. Au bout d'un moment, c'est tout le monde qui va s'en prendre plein la gueule. Donc, oui, moi je pense qu'il faut faire très attention aux Américains, parce que, effectivement, c'est un peu le save the dip qui visuellement et graphiquement donne pas encore envie de vendre les États-Unis. Par contre, je pense clairement que là, pour moi, aujourd'hui, en termes de vente à découvert, c'est là-bas qu'il y a le plus de pognon à faire. Mais pas encore, il faut trouver le bon tempo à Wall Street, le moment où on va dézinguer ça avec une clôture daily ou hebdomadaire. Pour l'instant, ça passe pas. Voilà. Avec la temps dès qu'on tente le passage, là, sous ce truc-là, pop, négatif, ça passe pas. Hop, toujours pas de clôture daily imprimée ici, save the dip. Maintenant, attention, on imprime une clôture daily ici, moi je passerai vendeur à nouveau à Wall Street. Et je ne vais pas y aller doucement cette fois. Mais je pense que c'est probablement pas pour cette fin d'année. Toujours ces mêmes structures. Le marché est hésitant, mais à chaque fois qu'il arrive au bord du précipice, il fait tout de suite machine arrière. On va voir si ce mécanisme-là va tenir une nouvelle fois ici sur ce bottom.
et nous ramener vers des résistances. Maintenant, très clairement, pour moi, la médiane de ce range, c'est là, 2719, on le voit bien, c'est là où il y a le plus de volume à exécuter, c'est le prix médian de ce range, et on est très proche en plus des moyennes de 100 jours ici. Tout m'invite à penser qu'on va essayer de terminer l'année par là. Sauver, save the dip. Voilà, sauver l'année 2018. Très clairement, on voudrait que cette année 2018, elle clôture probablement très légèrement en positif, c'est-à-dire au-dessus des 2684. Et bah, pour moi, tout indique que si on arrive à contenir la volate, c'est probablement 2721, quel candidat tout désigné pour une clôture 2018. Voilà. Et bah, voilà, c'est comme ça. Pour moi, je le vois vraiment comme ça. Et je vous dis, si vous prenez votre S&P SPX, que vous le foutez en annuel, alors pas en 2 mois, j'ai dit 12 mois. Voilà. Si vous le foutez en annuel, vous supprimez tout le bordel qu'il y a dessus. Ah non, mais je ne veux pas supprimer mon canal. Toi dégage, toi dégage, toi dégage, et toi dégage. Voilà. Et on se tape ça. Regardez, ça donne envie d'acheter, vous trouvez, franchement? Après 10 ans de bougies vertes, vous prenez un bon gros doji. Oui, ce qui nous attend derrière, c'est un truc comme ça. Pour moi, c'est clair, il n'y a pas trop de doute là-dessus pour l'année prochaine. Mais bon, pour l'instant, il va falloir trader logique, à savoir probablement essayer de sauver cette année comme ça, essayer de clôturer légèrement en positif quand même, et l'année prochaine, on réglera les problèmes, et on verra si on attaque direct sur du bear market dès début 2019 pour foutre tout le monde d'accord, ou si on essaie d'osciller un peu au début de l'année avant d'enfoncer le clou. Voilà. Pour moi, il n'y a pas 50 solutions. Soit vraiment, dès début 2019, on retourne chercher les bottoms, on casse tout le merdier, on va étendre jusqu'à 2004, et en plus, derrière, on n'arrive pas à remonter et on continue d'enfoncer sur les fibos suivants, 38, puis 50. Soit, franchement, tout se passe bien, c'est pas impossible, mais moi j'y crois pas trop. Voilà, je pense tout simplement que Wall Street, comme d'hab, quand on sent que le malade est en fin de vie, on ramène le sang au cœur, on pompe un max, et puis au bout d'un moment, je suis désolé, mais c'est l'encéphalogramme plat qui arrive. Et en bourse, l'encéphalogramme plat, ça ressemble plutôt à une chute du haut d'un précipice. Donc on va voir, mais pour moi c'est clairement le schéma de baisse typique qui va se mettre en place derrière. Mais pour l'instant, probablement essayer de sauver l'année, et je pense normalement même essayer de tenir une clôture positive. Donc c'est mon schéma sur le S&P 500. On va voir si aujourd'hui donc ce Save the Dip fait le travail une nouvelle fois. Mais graphiquement parlant, pour moi, oui, tout indique que c'est ce qui a le plus de chances de se produire pour l'instant, tant que ça tient en l'état. Donc, il ne faut pas de flipperie. Je pense que vraiment, c'est l'erreur. Ce serait l'erreur de partir en mode panique trop vite. Pour moi, on est toujours dans ces structures de range, à savoir ces supports-là tiennent. Attention à ce qu'on ne revienne pas une nouvelle fois avant d'essayer d'enfoncer tout ce petit monde. Voilà. Pour l'instant, donc, on est en accumulation dans ce range, dans la partie inférieure. C'est-à-dire, on reste bloqué, on n'arrive plus à repasser la médiane. Mais est-ce qu'on arrive à clôturer sous? Ben non. Voilà, c'est ça qu'il faut noter. C'est que là, pour l'instant, malgré tout ce qui se passe, en hebdomadaire, on ne tient pas les clôtures sous le bas du range. Ça veut dire qu'on reste bien neutre, ça achète ici, ça vend là. Et tant que ça ne cède pas, on peut faire 15 ping-pong si vous voulez. Hein. Il faut vraiment faire très attention à ça. Voilà. Bref, donc ça c'est la logique pour moi pour l'instant sur les actions, donc il faut faire gaffe à ça parce que ça rebondit à chaque fois qu'on vient chercher les niveaux tendus. Et là ce matin, notre pote DAX, on va faire rapidos un petit point là-dessus, notre pote DAX, voilà, hein, pour moi la semaine, je suis désolé, oui elle attaque pas génial, mais en attendant, est-ce que c'est cataclysme? Non, on fait un gap haussier, après 1, 2, 3, 4 gaps baissiers, 4 gaps baissiers de suite non comblés, pour moi ça n'arrive pas. Donc effectivement, aujourd'hui, on va probablement non seulement combler le gap, et je pense même qu'on va se taper un rebond en zone européenne. Donc les ventes sur le DAX, non. Hein, non, moi je pense que c'est retour jusque-là. Et ici, on va retester les vendeurs, et je suis bien curieux de savoir ce qui arrivera derrière. Alors oui, théoriquement, il y a installation de tendance baissière. Bon, là, on est sur le DAX, hein, mais moi, malheureusement, ces niveaux de rupture me ressemblent plus à des niveaux d'excès que ça. Donc vraiment, moi je me pose la question. Voilà, ce gruyère qu'on a laissé derrière sur le DAX, est-ce que c'est un gruyère de range? J'ai plutôt tendance à penser que oui, ou est-ce que c'est un gruyère pire encore de fin de tendance, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on termine vraiment le schéma tendanciel avec que des gaps en excès sur la vague 5, et derrière, on va effacer tout le bousin. Mais alors pour aller plus haut, hein, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on ira effacer les 11 500. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que c'est ça, le tempo. C'est-à-dire qu'au final, la zone euro, elle a tout pricé au pire du pire du pire.
En gros, c'est l'enfer, rien ne va, parce que regardez, ça break en 2 heures, certes ici on tente d'installer une tendance, mais déjà on est divergent, donc là cette tendance c'est plus le moment de la jouer, mais en daily on est sur la target du break. Si ça c'est un faux break, je vous raconte pas le derrière, hein, ça veut dire installation d'un range entre les précédentes résistances et le support, avec la médiane au niveau du breakout. Hein, voilà, ça veut dire théoriquement, le range c'est ça, 11 008, 10 006. Alors là, vous vendez 10 006, vous faites arracher jusqu'à 11 008, j'ai pas envie de voir la tronche de votre compte. Voilà, donc je pense qu'il faut faire très attention à ça. Moi, je pense que ces structures en Europe sont très pernicieuses parce que ça fait penser bear market, tout ça, panique. Moi, je vois pas de raison déjà d'une d'aller en bear market en Europe, en sachant que le bear market, c'est la définition, ce sont des creux et des sommets descendants en hebdomadaire. Voilà, pour l'instant, pour moi, on n'y est pas encore. Voilà. Alors sur le DAX, on y est. Voilà, pour moi, on est en bear market. Hein, oui, on a bien cassé les creux, mais le problème, c'est que, oui, d'abord, ça prend la forme d'un range, en fait, un bear market. Alors, est-ce que c'était ça le range pré-bear market? Moi, je ne suis pas encore supra convaincu de tout ça. Il y a un risque, hein, clairement, que je me fasse arracher sur le DAX. Mais moi, je pense qu'on pète le 23,6, histoire de bien marquer les esprits, de montrer qu'on ira plus bas après. Mais je ne pense pas qu'il faille vendre dans l'œuf la cassure du 23,6 direction 9002. Ça me paraît peu probable. Maintenant, attention, hein, si Wall Street se prend une dérouillée de 15%, c'est ce qu'on va faire en zone européenne. Voilà. Moi, je ne pense pas. Pour l'instant, je pense qu'on est sur ce save the dip et probablement essayer de tenter ça pour le début 2019. À voir ça, mais je pense que tant que le Wall Street verrouille, je ne vois pas de raison d'aller au-delà de ça en zone européenne. On a quand même fait moins 20 à la résistance. Voilà, c'est théoriquement, là, on est en bear market. Il y a bien des creux et sommets descendants. C'est-à-dire que là, normalement, on n'achète pas. Mais attention, bear market, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de formation de support temporaire. Le bear market, ça veut juste dire qu'on ne franchit plus les résistances. Moi, je pense que c'est ça qui résume très bien mon sentiment. Pour moi, le DAX, il franchira plus ses résistances. Mais ça ne lui empêche pas de revenir les chercher. Hein, il vous dit, si on forme un range ici, la résistance, elle est là. La résistance, c'est le précédent support. Si on se pète la tronche ici sur le DAX, est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est l'enfer? Non, ça fait 38% de retracement, ça fait une résistance. On peut très bien revenir là et rester en bear market. Voilà. Pour moi, c'est ça la logique, c'est comment on gère son risque dans cette structure de baisse, en sachant que maintenant, il vaut mieux être vendeur plutôt qu'acheteur, mais est-ce qu'en attendant, on vend la cassure d'un support mensuel, 23,6%, juste parce qu'on y a fait une petite clôture hebdo dessous? Pour moi, non. Je pense que c'est un peu prématuré. Surtout parce que déjà d'une, on peut très bien se taper la clôture mensuelle au-dessus. C'est un support mensuel. Hein, donc si vous vous foutez en mensuel sur le DAX, pour l'instant, on n'a rien cassé du tout. Voilà. Et si on revient clôturer le mois au-dessus, oui, ça s'appelle juste traverser un niveau, clôturer des gaps, et basta, quoi. Donc vraiment prudence. Pour moi, ça me semble encore un peu trop prématuré comme structure de vente agressive. Alors, désolé. Du coup, allez, je vous laisse, je vous retrouve dans le Discord et on va essayer donc de suivre cette session européenne ensemble. Je vais juste essayer de faire un petit cadre rapide. Donc ça regap à la hausse. Hein, donc normalement là, même chose que dans l'autre sens. Hein, donc on est sur le gap de rupture haussier. C'est-à-dire que fin de la tendance baissière, donc là c'est le gap haussier qui va probablement tenir. On l'avait tenté sur celui-là, c'était pas passé, puis on a mis le dernier gap d'excès non comblé. Donc en fait dans le schéma, j'ai envie de dire que c'est presque ça, c'était un gap inutile. C'était peut-être celui-là le gap de rupture, le gap d'accélération, hein, puisque en fait dans la réalité, ici on a quand même accéléré pour moi. Hein, c'est-à-dire que quand on prend le DAX avec son futur. Voilà, pour moi, il y a vraiment eu accélération du marché sur ce gap-là, puisqu'on voit bien en fait ici la ligne de support qui avait été bien brisée, ce qui fait que pour moi, ça c'était quand même vraiment un gap d'accélération, et ça faisait rupture, accélération, excès, et là en fait on a fait excès dans l'excès, voilà, c'est ce que hier je vous partageais ce graphique. Moi j'ai du mal à nommer ce gap, parce que celui-là je ne le comprends pas. C'est vraiment en fait, c'est ça, voilà, pour moi c'est rupture, accélération, excès, et excès dans l'excès pour faire la dernière push sous les supports. Là, c'était vraiment le gap pour démonter tout le monde, hein, tout simplement, puisque là, on avait donc le premier V-bottom des Américains, d'accord, et donc là, le deuxième, et j'ai bien tendance à penser que celui-là, c'est le bon, et qu'à mon avis, il faut passer acheteur du DAX. Moi, c'est ce que je vais faire probablement ce matin. Voilà. Donc on va surveiller en 2 minutes des achats en pullback, puisque pour l'instant ça semble tenir le marché à l'ouverture. Voilà, allez on suit tout ça ensemble dans la salle de live du Discord.